Bonjour tout le monde. Bienvenue au deuxième webinaire du PUP, donc le partenariat universitaire sur la prévention du plagiat. Je suis Martine Peters, je suis la directrice du PUP et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Gabriel Dumouchel qui va nous parler des compétences informationnelles. Donc, Gabriel est professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Il a obtenu de l'Université de Montréal son doctorat en 2017, doctorat qui portait également sur les compétences informationnelles. Donc, nous sommes vraiment en présence d'un expert et j'ai bien hâte d'entendre ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Alors, Gabriel, je te cède la parole. Alors, merci et bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran à l'instant. Une petite seconde. Vous allez me dire si... est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Là, je ne vous vois pas, là, mais je vais... Martine, tu peux me le dire si oui? Oui. OK, parfait, merci. Donc, on va commencer avec ça ici. Alors, allons-y. Donc, le webinaire que je vais vous présenter aujourd'hui, donc en ce 24 février 2023, ça va être sur la complémentarité des approches individuelles et collectives dans le développement des compétences informationnelles. C'est un survol exploratoire que j'ai envie de présenter. Comme vous pouvez voir, je suis professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, je vais me présenter rapidement. Ensuite, je vais vous signaler qu'on va prendre en compte les agents conversationnels qui pullulent depuis quelque temps. On va parler de la recherche d'information, de l'évaluation de l'information et de l'utilisation de l'information. Donc, je suis, comme on l'a dit tout à l'heure, Gabriel Dumouchel, professeur en technologie éducative à l'Université du Québec à Chicoutimi depuis 2021. J'ai aussi un doctorat donc, sur les compétences informationnelles en ligne des futurs enseignants du Québec. J'adore toute cette problématique de la recherche, de l'évaluation et de l'utilisation de l'information en ligne. Donc, quand on parle de recherche d'information, on parle actuellement beaucoup d'une problématique de surinformation. Il y a tellement d'informations à trouver sur Internet, comme vous pouvez voir. Donc, ça, c'est une belle illustration ici qui donne, on pourrait dire, un peu de crédibilité à la situation, là, qui est vraiment beaucoup. On a les communications personnelles, les courriels. On a ensuite, donc, les informations des médias, on pourrait dire généralistes d'informations. On a les médias sociaux aussi. Donc, on est en train vraiment d'être inondé d'informations et il va y avoir un impact par rapport à ça des agents conversationnels parce qu'avant l'arrivée de certains agents comme ChatGPT, où on avait surtout des moteurs de recherche conventionnels. C'est drôle qu'on parle de conventionnels, mais ça fait quand même déjà plusieurs décennies qu'ils existent. Donc, on cherche de l'information qui existe. Donc, on veut la trouver. Et les moteurs de recherche nous permettent ça. Ça peut être Google, ça peut être Bing, il y en a d'autres. Mais avec les agents conversationnels, on va un peu plus loin, puis on génère de l'information à partir de celles qui existent. Donc, par exemple, ChatGPT, au lieu de dire, voici une liste de résultats où est-ce qu'il faut aller chercher l'information, c'est un outil qui est plus centré sur une génération d'informations synthèse dans ce cas-ci. Donc, c'est vraiment, l'impact est tout récent. Puis, on va en discuter un peu dans la prise en compte de la présentation d'aujourd'hui. Donc, moi, je veux juste vous montrer qu'on passe du besoin d'information à la quête elle-même d'information quand on parle de recherche d'information. On a bien sûr des besoins qu'il faut se demander, c'est pour qui? Donc, est-ce que c'est pour soi-même? Est-ce que c'est pour des collègues, des amis? Est-ce qu'on fait ça à plusieurs? Donc, c'est pour qui? Là? Donc, une organisation aussi. C'est pour quand? Est-ce que c'est pour tout de suite, beaucoup plus tard? Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent? Et pourquoi on fait ça? Donc, est-ce que c'est pour s'informer? Est-ce qu'on veut convaincre quelqu'un? Est-ce qu'on veut vendre quelque chose? Donc, c'est pourquoi on cherche l'information dans ce cas-ci. Ensuite, les recherches. Moi, c'est ça que je vous propose ici comme, on pourrait dire, typologie. C'est qu'il y a des recherches qui sont solitaires. Donc, on le fait tout seul. Une recherche d'information. On le fait de façon collaborative avec des collègues, des amis, peu importe. On peut le faire de façon assistée, donc avec l'intelligence artificielle. Donc, ChatGPT, c'est une assistance, puis ça va devenir un petit peu plus présent dans les prochaines itérations des moteurs de recherche. Et on a aussi la recherche hybride que je vais vous proposer. Donc, où est-ce que un individu collabore avec des humains
et qui collabore aussi en plus avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a comme un trio de collaboration dans ce cas-ci. Les outils, donc, est-ce qu'on utilise les bons vieux catalogues de bibliothèques? Est-ce qu'on utilise les moteurs de recherche? Il y en a plusieurs sortes. Et est-ce qu'on va vers les agents conversationnels? Il peut y avoir d'autres outils, il peut y avoir d'autres choses. Je fais juste ici un petit survol. Et ensuite, les requêtes elles-mêmes. Donc, est-ce qu'on fait une recherche simple? Donc, on fait juste écrire une requête dans un moteur de recherche. Est-ce qu'on fait une recherche avancée avec les fonctionnalités qui vont plus loin, plus détaillées? Ou est-ce qu'on va dans ce qu'on appelle actuellement, j'espère qu'on va franciser ça, les prompts? Donc, des requêtes au sein des agents conversationnels. Donc, dans les besoins informationnels, le key, bien, comme je l'ai dit, moi, je vois qu'il y a l'individu en premier lieu, mais ensuite, il peut y avoir aussi un key qui est collectif. Donc, ça peut être on travaille à quelque part, donc on cherche l'information pour cette organisation-là. On cherche l'information par amitié, donc moi, je m'intéresse beaucoup aux vieilles cartes de hockey, donc je peux chercher avec des amis qui ont les mêmes intérêts que moi pour trouver de l'information par rapport à ces vieilles cartes de hockey-là. Et la citoyenneté, donc des fois, vous allez voir sur notamment les médias sociaux, les gens vont s'entraider pour donc chercher de l'information de façon, on pourrait dire, collaborative directement sur les médias sociaux. Donc, ensuite, le quand, est-ce que c'est de l'information qu'on a besoin immédiatement? Donc, les moteurs de recherche sont beaucoup centrés sur l'instantanéité. Ensuite, vous avez les besoins qui sont étalés. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on a besoin à court terme, moyen terme ou long terme? Et ensuite, on a des besoins récurrents qui rejoignent un peu la veille d'information, où est-ce que justement on peut avoir de l'information qui va arriver de façon hebdomadaire, ça peut être mensuel, etc. Donc, on a le pourquoi aussi. Je donne juste quelques petits exemples. Donc, on veut apprendre. On a un besoin d'apprendre. On a besoin de comprendre quelque chose. Donc, là, le premier ici, c'est vraiment plus exploratoire. On ne connaît rien. On veut comprendre quelque chose qu'on a vu, admettons, apparaître dans l'actualité. On veut vérifier quelque chose. Donc, pour comparer, s'assurer que c'est vrai. Et on veut aussi prouver quelque chose. Donc, dans ce cas-ci, justement, c'est prouver. Le comment, donc, on veut, comme je l'ai dit au tout début, on veut trouver l'information ou alors on veut la générer. Ça, c'est intéressant parce que la génération d'informations, elle n'était pas vraiment faite par les outils automatiquement. Maintenant, c'est ça avec les agents conversationnels. On va avoir des besoins informationnels qui vont être centrés sur la trouvaille et la génération. Donc, ensuite, c'est ça, je vais revenir ici sur les besoins qui sont satisfaits selon le type de recherche envisagée, parce qu'on a la recherche solitaire et donc, c'est l'humain qui fait la recherche. Ensuite, on a ce que j'appelle la recherche assistée, où est-ce qu'on fait appel à un humain, donc un individu fait appel à l'intelligence artificielle pour trouver de l'information. Donc, ça peut être justement sur ChatGPT ou un autre outil du même acabit. Ensuite, on a la recherche collaborative, puis c'est entre humains. Donc, des humains s'entraident, admettons, ils sont sur Twitter et ils sont en train, donc, de s'entraider pour trouver de l'information, pour vérifier quelque chose. Et là, ici, donc, quand je vous parle de hybride, je suis vraiment dans l'exploration, c'est plus le fait que c'est des humains qui s'entraident et qui font aussi appel à l'intelligence artificielle. Donc, un petit jeu de mots ici, les humiens. Ça irait mieux si c'était AI pour Artificial Intelligence, pour écrire ça correctement, mais bon, en attendant, j'ai mis humien, juste comme ça. Donc, ici, ce qu'on constate, parce que moi, je donne énormément de cours pour former les futurs enseignants à l'utilisation de technologies éducatives à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'outils de collaboration numérique en temps réel. Et moi, je peux vous garantir que c'est ce que les étudiants veulent. Ils ne veulent pas avoir des outils où est-ce qu'il y a une seule personne en équipe qui travaille sur un outil, OK? Et les autres doivent regarder et attendre pour pouvoir se promener à l'intérieur de l'outil, du logiciel. Donc, c'est trop passif. C'est comme une collaboration qui est entravée par la nature individuelle d'utilisation de l'outil. Donc, ici, je vous donne un exemple. Les traitements de texte collaboratifs en temps réel. Ça, c'est un exemple ici qui est tiré de Google Doc. Donc, vous pouvez voir que plusieurs personnes peuvent travailler en temps réel sur le même document. C'est fluide et c'est ce que les étudiants veulent de plus en plus. Et si on veut que les étudiants collaborent
réellement pour apprendre ensemble, bien, il faut avoir des outils de collaboration en temps réel, comme ici les traitements de texte. Donc, Word est capable de le faire et aussi Google Doc, il y en a d'autres. Donc, ça, c'est quelque chose qui est capital. Et moi, mes étudiants me demandent expressément, est-ce qu'on peut travailler en équipe en direct comme ça? Ils ne veulent pas juste laisser une personne sur son laptop en train de travailler tout seul, puis les autres regardent. Ensuite, vous avez des murs virtuels collaboratifs. Je vous donne juste des exemples ici, en temps réel. Donc, on a par exemple Miro. Donc là, ici, je n'ai pas une animation à vous présenter, mais vous voyez qu'on a Isabelle qui est en train d'écrire quelque chose pendant le Dreamstorm et Andrea, donc ensuite, lui est en train de faire autre chose. Et c'est vraiment comme ça, on va voir, c'est vraiment intéressant que les outils maintenant sont capables de signaler aux autres utilisateurs qui est là en ce moment et on voit donc la souris se promener pendant qu'ils travaillent de façon collaborative en temps réel. Et ça, les étudiants adorent ça. Et je crois que la pandémie, avec tout ce qui a été fait en enseignement à distance, ça a boosté encore plus ce genre d'utilisation-là. Ensuite, on a les infographies qui sont collaboratives en temps réel. Là, je vous présente Canva, C-A-N-V-A. Et donc, les étudiants adorent utiliser ça ici. C'est très, très populaire chez les étudiants en formation en enseignement au Québec. Ils vont être en train de travailler à plusieurs pour créer des infographies, des images. Ils peuvent faire toutes sortes d'autres choses aussi sur Canva. Et vous voyez que l'interface est propice pour travailler à plusieurs en même temps. Et ensuite, donc, partager, on a toujours en haut, je ne sais pas si vous voyez le share, donc c'est facile de partager ce qu'on a produit ensemble, en direct. Ça, les étudiants veulent ça. Ensuite, ici, montage de vidéos collaboratifs en temps réel. Donc, vous voyez, j'ai une animation ici, mais là, ça ne fonctionne pas. Donc, vous voyez, à gauche, on a Eric et à droite, on a Julia, on a aussi M. Donc, on a 3 personnes qui travaillent en même temps pour faire du montage vidéo collaboratif. On est rendu là. Et c'est ce que les étudiants veulent. Ils veulent de la fluidité dans les outils pour travailler de façon collaborative. Et ça, c'est un franc succès parce qu'on le sait à quel point les étudiants veulent faire du montage vidéo. On est dans la génération YouTube, mais maintenant surtout TikTok. Et on veut être capable de faire des choses comme ça. Et il y a de plus en plus d'outils. Celui-ci, c'est Kapwing, K-A-P-W-I-N-G, Kapwing, qui est capable de faire ça. OK? Et ensuite, on a ici le montage audio collaboratif en temps réel. Donc, on peut inviter des collaborateurs pour faire, admettons, des balados, ce que je demande à mes étudiants de faire justement. Tout ce que je vous montre, je le montre à mes étudiants. Et donc, pour créer des balados ensemble, plutôt que de se dire, OK, on va se rencontrer tel jour dans tel local avec tel logiciel qu'il y a juste une personne qui peut travailler dessus, puis les autres vont souvent déléguer puis pas se présenter, rien faire parce qu'on va juste envoyer des MP3 par courriel ou par boîte de OneDrive ou Google Drive. Mais dans ce cas-ci, les gens peuvent travailler tous ensemble, à enregistrer leur partie, à mettre de la musique, à couper des choses. Ils peuvent enregistrer directement sur la plateforme. Ils n'ont pas besoin d'utiliser un autre outil. C'est un tout en un, tout inclus. Et les étudiants adorent ça. Il y a encore des pépins techniques avec tout ce que je vous montre, que des fois, la synchronicité, le travail collaboratif, il va y avoir des petits problèmes, mais dans ce cas-ci, c'est la nouvelle marche, c'est ça qu'on veut. Donc, les principaux outils, par contre, de recherche d'informations sur le numérique, bien, qu'est-ce que je vais vous dire? Bien, ils demeurent centrés sur un usage qui est individuel. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens qu'on soit encore avec des outils qui demandent à une personne de travailler tout seul parce que les autres ne peuvent pas travailler en temps réel sur la même plateforme. Donc ici, catalogue de bibliothèques. Je donne un exemple. Donc, on a ici le catalogue des bibliothèques du Québec, donc on peut voir. Et quand on va sur le site web en question, on est donc obligé de faire une recherche. Ici, je suis dans la recherche avancée tout seul. Donc, je vais là, j'arrive ici sur l'interface et si vous regardez l'interface, tout est centré sur une personne qui peut travailler sur ça. Donc, ce que ça fait, quand moi, je vois mes étudiants travailler sur des plateformes, des catalogues de bibliothèques, bien, il y a une personne qui travaille dessus sur son ordinateur et les autres regardent. C'est de la passivité. C'est pas bon. Il faut s'assurer de créer des interfaces qui vont faciliter la collaboration. Donc, dans ce cas-ci, les compétences de recherche d'information vont être surtout mises en œuvre
développé par la personne qui utilise l'outil. Et les autres vont regarder. Ils sont en train de faire un peu l'apprentissage vicariant parce qu'ils regardent l'autre. Ils ne sont pas en train de le faire. Donc, ensuite, on a ici l'outil de recherche SOPHIA, qui est l'outil qui a été utilisé par toutes les bibliothèques universitaires québécoises. Donc, ça fait déjà bientôt 2 ans et demi, 3 ans, pour créer donc un catalogue très performant et qui va justement, c'est intéressant parce qu'on met en commun les documents de toutes les bibliothèques. On a une interface bilingue, c'est facile à trouver, résultat en temps réel, c'est ça qui est ici. En temps réel, oui, pour qu'est-ce qui est disponible dans les bibliothèques, mais ce n'est pas du temps réel de travail directement sur l'interface. Donc, quand on va ici, c'est le catalogue de la Bibliothèque de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui est aussi SOPHIA, vous pouvez voir en haut à gauche. Donc, dans ce cas-ci, c'est une personne à la fois qui peut faire sa recherche. Mots-clés, on lance, puis c'est la personne qui est devant l'ordinateur, qui utilise cet outil, qui peut chercher dessus. Donc, quand on tombe sur, mettons, j'ai écrit le mot « éducation », bien, je vais trouver tout seul des informations là. Et ensuite, oui, je peux peut-être partager, mais c'est un partage en différé, ce n'est pas en temps réel. Donc, il y a une problématique là, des catalogues, comme je vous dis, qui sont à usage unique, solitaire, une personne à la fois qui peut travailler dessus. Les moteurs de recherche, ils ont le même problème. Donc, dans ce cas-ci, je vais sur Google. Qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai une interface qui me demande de chercher de l'information tout seul. Il n'y a pas tout d'un coup une autre souris qui va arriver de quelqu'un d'autre en temps réel comme sur Google Doc, où est-ce que l'autre personne va être capable de chercher avec moi. Et en plus, c'est centré sur l'individu parce que ça le dit. J'ai de la chance. Pas nous avons de la chance. J'ai de la chance, moi. Donc, c'est individualiste. Dans ce cas-ci, la recherche n'est pas façonnée pour être collaborative. Le développement se fait tout seul. Ensuite, quand j'écris sur recherche, donc, admettons, éducation, bien, vous voyez que les outils qui apparaissent, bien, il n'y a rien qui favorise la collaboration dans ce cas-ci. Donc, si on va dans la recherche avancée de Google, c'est la même chose. Une belle interface, très performante, avec tout ce que vous voyez ici, mais il y a juste moi qui peut travailler dessus en ce moment. Je ne peux pas inviter personne, pas d'étudiants, pas de collègues chercheurs, journalistes ou peu importe. C'est une personne à la fois. Ça n'a pas de sens qu'on soit encore avec ça. Ensuite, vous avez la recherche par image, donc Google Image, qui va avoir justement le petit appareil photo. Et Bing fait la même chose. Donc, vous avez recherché par image. Et quand je fais ça, je peux donc insérer une image ici ou aller chercher un hyperlien ailleurs. Donc, c'est juste moi qui peux faire ça. Personne d'autre peut le faire. Et ensuite, quand je tombe sur l'outil que vous pouvez voir ici, donc de recherche d'informations, dans ce cas-ci, moi, je vais vous dire, j'ai pris une photo de Wikipédia c'est ça qui illustre l'éducation sur Wikipédia. Ça ne va pas bien quand c'est l'image qui a été choisie pour représenter l'éducation. Mais bon, on arrive là sur cette plateforme qui nous permet de retrouver où se trouvent des images. Donc, très intéressant, la recherche inversée qu'on va utiliser en évaluation de l'information. Et dans ce cas-ci, c'est encore un usage unique. Il y a juste moi qui peut chercher de l'information avec mon compte. Si vous voyez en haut à droite, c'est mon compte. Et donc, il n'y a pas de façon collaborative de chercher dans ce cas-ci. Google Scholar, c'est la même chose. Donc, c'est juste moi qui va sur l'outil pour de la recherche scientifique, académique. Et quand on fait, vous avez mon profil, ma bibliothèque. Hein? Bon, c'est très centré sur l'individu, la personne, pas notre profil, notre bibliothèque, peu importe. Il n'y a pas le nous, il n'y a pas le collectif. Les outils de recherche sont centrés sur l'individu. Et article recommandé, on me recommande des choses, on ne recommande pas ça à une communauté. Donc, ensuite, quand on fait de la recherche avancée dans Google Scholar, c'est la même chose. Donc, ici, j'ai beaucoup de possibilités de faire une recherche plus précise, mais encore là, c'est juste moi qui ai accès aux fonctionnalités de recherche avancée. Ensuite, si on va dans Microsoft Bing, donc, tout ce que je montre a été fait dans la dernière semaine, il faut signaler, là. Fait que j'ai vraiment vérifié les outils les plus récents. Donc, Bing, on va avoir la possibilité de faire une recherche, on pourrait dire simple ici. Donc, vous voyez que j'écris, admettons, éducation. Vous voyez qu'en ce moment, je suis à Alma. Donc, je représente bien Alma, même si je viens de Gatineau, que je salue au passage. Donc, dans ce cas-ci, j'écris éducation et vous voyez que les possibilités qui sont là, donc on est dans le tout, école, tout ça, blablabla, mais il n'y a rien qui signale que je pourrais faire une recherche en ce moment collaborative. Et ensuite, j'ai la possibilité, par contre, d'avoir la conversation. C'est tout récent.
vous le savez. Et là, c'est justement le fait que Bing avec, on pourrait dire, un ChatGPT qui va être intégré. On nous montre un peu qu'est-ce qui va se passer. Donc, on a dans ce cas-ci des réponses qui sont basées sur l'intelligence artificielle. Ça s'en vient, mais c'est toujours aussi un usage qui est individuel dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de plusieurs personnes qui travaillent ensemble. Donc, les plateformes de vidéo, si je fais une recherche, admettons, sur YouTube, comme vous pouvez voir ici, ce qui va arriver, c'est que je fais une recherche simple et si j'ai un compte, donc je vais avoir mes abonnements. Encore une fois, c'est toujours la notion d'individu qui est omniprésente dans l'utilisation des outils dans ce cas-ci. Et là, quand je fais, admettons, j'écris éducation, je vais avoir les filtres et les filtres qui sont là, ben, c'est encore juste moi qui les gère. C'est juste moi qui peux donc choisir les filtres. Je ne suis pas en train de collaborer avec quelqu'un pour trouver de l'information sur YouTube. Donc, les filtres. Ici, admettons, je suis sur TikTok. Mais c'est la même chose. Sur TikTok, je vais faire une recherche individuelle et en plus, regardez qu'est-ce qui est à gauche pour toi. Je vous dis, tous les outils à date que je vous présente où est-ce qu'il y a une idée de recherche d'information sont tellement centrés sur l'individu qui utilise la plateforme et non un petit collectif ou des gens qui travaillent ensemble pour justement donc collaborer en temps réel dessus. Les médias sociaux, donc, admettons qu'on va sur Twitter, OK? Mais dans ce cas-ci, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir donc une recherche qui est, je ne sais pas si vous voyez, pour vous. Donc, on recherche une chose pour nous, encore dans ce cas-ci. Attendez, j'ai de la misère avec mon... Oui, pour vous ici, là. Donc, encore l'individu qui est central dans sa recherche d'information. Et admettons, on fait les agents conversationnels. Bonjour les robots. Donc, dans ce cas-ci, on a ChatGPT et l'interface est elle aussi centrée sur un individu qui l'utilise directement. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont en train de paniquer parce qu'on va sur ChatGPT, et il y en a qui disent, ben là, ChatGPT est en train de dire qu'il est amoureux de moi, puis tout ça. Mais c'est ça qui est spécial, c'est que ChatGPT va interagir avec une personne. Et à un moment donné, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner si un logiciel ou un outil comme ChatGPT, qui est centré sur l'individu qui l'utilise dans l'interface de recherche d'information, si ChatGPT interagit avec plusieurs personnes qui le questionnent, dans une même logique de requête. Donc, c'est une requête qui est commune à plusieurs personnes et ChatGPT interagit avec. Donc là, il va avoir aussi des impacts insoupçonnés pour le moment. Parce qu'en ce moment, c'est beaucoup le one-to-one. Un à un, ChatGPT, tu lui poses une question, tu lui dis quelque chose et il interagit uniquement avec toi. Mais là, c'est ChatGPT sait qu'il peut interagir avec 2 ou 3 ou plusieurs personnes en même temps et qui a toutes, s'il garde en mémoire les requêtes, les conversations qu'il y a eu avant avec chaque individu, on combine ça ensemble, on ne sait juste pas où est-ce qu'on s'en va. Parce que là, c'est en ce moment en train de faire des dérapages par rapport à une seule personne, mais s'il y a plusieurs personnes en même temps qui lui posent plein de questions, comment il va gérer? Parce que c'est un outil de prédiction. Il va prédire pour une personne. Il va prédire pour qu'est-ce que la personne demande. Mais s'il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs backgrounds, qui ont plusieurs anciennes conversations, qui posent des questions, est-ce qu'il va complètement déraper? Parce que là, en ce moment, c'est ça, ce que j'ai entendu récemment, c'est qu'on va demander à un certain, je pense que c'est celui de Bing, je peux me tromper, là, il faut juste poser 5 questions, puis on arrête là parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça s'en va par la suite. Donc, imaginez si ça devient collaboratif. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc, en bref, la recherche, donc, comme vous pouvez voir, elle est, je ferme ça, donc la recherche peut répondre à des besoins individuels ou collectifs, mais les principaux outils de recherche qui sont disponibles sont encore centrés sur un usage individuel et bien sûr, je dis pour l'instant. Donc, ça peut évoluer, je l'espère de tout cœur. Il va y avoir des aspects positifs à ça, puis d'autres aspects négatifs. Donc, justement, c'est quoi l'impact de leur arrivée prochaine des outils de recherche en temps réel, collaborative? Donc, les interfaces vont être appelées à changer. Comment on fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent en même temps? Est-ce qu'il faut qu'ils se connectent tous d'un seul coup? Est-ce qu'il va y avoir des outils qui n'ont même pas besoin de se connecter avec notre compte personnel, puis on arrive, puis on est capable de travailler ensemble? Il va y avoir les types de recherches qui vont évoluer. Donc, les recherches collaboratives et assistées par l'intelligence artificielle vont devoir évoluer par rapport à ça. Le sentiment d'efficacité va être très intéressant à étudier parce que comment on se dit qu'on est bon
en recherche d'informations si on le fait en temps réel. Donc, on voit les autres, on voit comment ils travaillent. Est-ce qu'il y en a qui vont se sentir encore meilleurs, il y en a d'autres qui vont se dire, mon Dieu, je suis mauvais, je suis pourri, parce qu'ils vont être en train de voir comment les autres cherchent. En ce moment, ils n'ont jamais à peu près d'idées visuelles en temps réel de comment l'autre personne cherche. Et là, si on a une plateforme, des outils de recherche collaborative en temps réel, le sentiment d'efficacité va être confronté à la réalité en temps réel des autres. Et en tout cas, ça va être vraiment intéressant de voir comment les gens vont se percevoir là-dessus. Parce que il y en a toujours qui vont, en ce moment, moi, quand je demande des travaux de recherche d'informations, bien, il y a toujours une personne ou deux dans une équipe qui sont vraiment très fortes et ils vont prendre le lead pour faire ça. Mais là, si tout le monde travaille en même temps, ceux qui ne font rien, ils vont se le faire dire vite. Ils vont s'obliger à travailler plus fort ou alors il va y avoir une sorte de délégation des tâches plus évidentes qu'en ce moment, parce qu'en ce moment, c'est un outil à la fois par personne. Donc, maintenant, je vais parler de l'évaluation de l'information. Donc, on va glisser un peu sur les critères et les outils pour le faire. Et vous allez voir que c'est toujours une idée on fait une évaluation de l'information seule ou en collaboration, bien sûr, avec des humains ou avec l'intelligence artificielle. Donc, dans ce cas-ci, c'est une image que je trouve vraiment le fun que j'aime présenter à mes étudiants. On est dans une salle de rédaction d'un média. OK? Et dans ce cas-ci, donc, on a le journaliste à gauche qui dit « Trois experts confirment qu'il y a eu négligence. » J'ai un troisième témoin, dit une autre journaliste. « Je vérifie la version du lanceur d'alerte, dit une autre personne. » Ensuite, vous avez… Je m'excuse, il faut que je tasse ce que j'ai en haut. J'ai de la misère, là. Je ne vois pas le titre. Bon, ça ne va pas bien. Attends une seconde, excusez-moi. Je fouille les archives. Oui. Vas-y. OK, merci. Donc, je fouille les archives. Il y a peut-être un précédent. Oups, excusez-moi, donc je vais fermer ça. Vous avez ici donc aussi, j'essaie d'avoir la version du ministre et les médecins vont me rappeler. Donc, ici, on a une bonne illustration que le processus des journalistes, c'est de vérifier, de contre-vérifier, d'aller voir d'autres sources, de s'assurer que l'information est correcte. Et là, on a un esprit de collaboration. Vous voyez que les gens se parlent, se regardent, sont en train de se signaler qu'ils ont fait l'évaluation de l'information de façon collaborative. Mais là, de l'autre côté, puis n'oubliez pas, c'est une caricature, on a ici un monsieur tout seul dans son sous-sol. N'oubliez pas, c'est une caricature. Les médias mentent. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Et vous voyez vraiment le clash ici, la différence entre le fait de travailler à plusieurs en temps réel, parce qu'en haut, c'est du temps réel. On cherche et on compare ensemble. Et en bas, l'individu est devant son ordinateur tout seul et est en train de dire, moi, j'y crois pas et je vais chercher tout seul pour vous expliquer la problématique. Donc, moi, ce que je vous signale ici, c'est que l'outil de recherche d'information, oui, maintenant, on peut chercher facilement, on peut évaluer aussi facilement de l'information, l'utiliser, mais si les interfaces n'aident pas en étant justement centrées sur l'usage unique, puis là, je ne vais même pas dans les biais là, que les médias sociaux, tout ça, nous enferment dans des bulles de filtre. Là. Donc, tous les outils peuvent faire un dérapage vers justement cette méfiance à l'égard de l'information, où est-ce qu'une personne est dans sa bulle de filtre avec son outil de recherche d'information individuelle. Parce qu'il y a juste une recherche solitaire qui est possible. Il n'est pas confronté quand il cherche l'information à ce que les autres trouvent sur la même plateforme en temps réel. Et ça, il pourrait avoir un impact là-dessus. Donc, il y a une diversité de critères à utiliser pour évaluer l'information. Je vais juste vous en donner plusieurs. Là. Donc, la pertinence, est-ce que ça répond aux besoins d'information originelle? L'autorité de la source, est-ce que l'auteur est qualifié? Est-ce qu'il est affilié à une université ou un centre de recherche ou peu importe? Est-ce qu'il est réputé? C'est quoi son objectif à l'auteur? Donc, est-ce que c'est informer, former, vendre? Est-ce qu'il veut carrément tromper? Parce qu'il y en a des gourous puis des charlatans, il en pleut. La validité de l'information, excusez-moi, donc, est-ce que c'est confirmé ou infirmé par d'autres? L'actualité de l'information, donc, est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est daté, je veux dire ancien? Est-ce qu'il n'y a pas de date? On ne sait pas quand est-ce que ça a été diffusé. Le lieu, donc, est-ce que c'est géolocalisé? Est-ce que c'est international? Est-ce que c'est régional? Et la langue, donc, les qualités linguistiques, le français, est-ce qu'il est une catastrophe? Est-ce qu'il y a plein de fautes partout? C'est un bon français, etc. Donc, tout ça. Alors, je vais vous présenter ici
on est toujours dans l'idée de l'évaluation de l'information. Donc, une grille d'analyse qui a été produite. Là, je suis dans le site web des bibliothèques de l'Université de Montréal et pour la fiabilité de l'information, on a évalué le contenu en ligne. Et eux, donc, à la Bibliothèque de l'Université de Montréal, ils ont créé, c'est Pascal Martinoli, excusez-moi, qui a créé le footaisomètre. Donc, qui donne des critères pour évaluer la qualité d'une source. OK? Donc, quand je vais voir ce document-là, qui va justement vérifier est-ce que ça ajoute de la valeur à la source, ça suscite du doute à propos de la source, l'éditeur à gauche, donc l'éditeur à droite, le processus de publication. C'est très intéressant, mais encore une fois, regardez, tout est centré sur l'individu. C'est ça la grosse problématique que je veux signaler, c'est qu'on n'est pas dans une logique de collaboration. Donc, puis-je utiliser cette source dans mon travail? Je comprends l'importance de l'individu dans le développement de ses compétences informationnelles, mais si tous les outils et même les grilles d'évaluation sont centrés sur un usage individuel, ça peut avoir une incidence sur le fait qu'on oublie qu'on peut développer ces compétences-là de manière collaborative. Donc, ici, comment on évalue l'information? Je reviens sur le fait qu'on peut l'analyser seul, avec l'intelligence artificielle, en collaboration avec d'autres humains ou en collaboration hybride avec donc des humains et l'intelligence artificielle. Donc, mais c'est où qu'on transpose les analyses de l'information? Donc, on a divers outils de rédaction, de gestion et d'infographie et d'interaction qui nous permettent de transposer des analyses d'information. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des outils dans ce cas-ci qui vont faciliter l'évaluation de l'information en temps réel. Je suis beaucoup là-dessus, le réel, tout de suite. Donc, admettons en rédaction, Word ou Google Doc, ça nous permet justement de travailler en temps réel pour évaluer de l'information. Je vais vous présenter un peu ce que je fais moi. Donc, ici, admettons, c'est un exemple, sur Google Doc. Donc, vous pouvez voir que je peux faire une analyse de l'information sur YouTube. Donc, dans ce cas-ci, c'est le cas de la vidéo. Je vais juste la montrer carrément. Attends une seconde. Donc, je vais aller ici. Je vais aller ici comme ça. Attends une petite seconde. Il faudrait juste que j'arrête mon partage. Ouais, ça, je vais faire. Excusez-moi, je vais juste recommencer. Donc, je vais juste aller ouvrir ça ici. OK, c'est pour ça que j'ai de la misère en ce moment. Vraiment désolé, on dirait que je ne suis pas capable de débarquer de mon... Ouais, ça va falloir que je le ferme. OK, fait que je recommence ici. Attendez une petite seconde, je vous remercie pour votre patience. Petit problème technique, ça arrive, ça arrive. Il est ici, donc je recommence. C'est les problèmes d'Internet et surtout Office qui est beaucoup plus instable qu'autrefois, je trouve. OK, je vais juste me rendre ici. Attendez une seconde, merci pour votre patience. Donc ici, parfait. OK, donc je vais juste faire ça. On va ouvrir ça ici. OK. Et là, je vais juste faire ça et on repartage. J'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, moi, j'ai vraiment du plaisir à vous présenter ça. Donc ici, regardez, je suis sur le document en question. Donc, je vais juste prendre ça. Je vais aller dans la discussion sur tout le monde ici. On va mettre ça comme ça. Bang. Donc là, admettons, je vous ai envoyé dans la discussion en hyperlien. Si vous regardez les hyperliens, j'ai le document Google Doc. Vous pouvez cliquer dessus pour vous rendre. Donc, je vois ici déjà que j'ai un panda anonyme, un kiwi anonyme, une oie anonyme et aussi un rhinocéros. Je vous salue, donc, tout le monde qui vient de la grande faune urbaine. Et si on descend un peu, Charles-Éric, donc bonjour, je viens de voir que tu es là. Salut Charles. Donc, Charles-Éric, alors ici, vous avez, moi, c'est un cas que j'adore présenter à mes étudiants. C'est le cas assez spectaculaire de Sophie Thibault, chef d'antenne à TVA Reptilienne, à vous de juger. Donc ici, admettons, je vais donner accès à mes étudiants, donc, qui peuvent aller voir la vidéo problématique. Donc, dans ce cas-ci, qui est une vidéo vraiment assez incroyable. Donc, le monsieur ici qui boit. Sophie. Donc là, c'est ça, il va donner un peu son opinion sur le fait que Sophie Thibault, quand elle est en train de parler, on va donc voir un peu son cou bouger. Donc, c'est ça ici, je vais vous montrer rapidement, là, comme ça. D'abord, en Nouvelle-Écosse. Hey! En 75 secondes, un tour du monde. D'abord, en Nouvelle-Écosse. Hey! Donc là, il va dire, vous ne trouvez pas qu'on dirait que c'est peut-être en train de manger donc un petit... comment on appelle ça, un petit hamster ou quelque chose dans la gorge. Donc, il me semble que c'est louche, puis tout ça. Fait que là, moi, je leur dis, allez vérifier un peu aussi, justement, quand j'explique ici. Donc, allez voir un peu qu'est-ce qui est dans cette information, dans cette vidéo-là. Donc, analysez la vidéo elle-même,
qui est l'auteur. Donc, dans ce cas-ci, on voit que c'est un certain Éric Hénipel. Donc, elle essaie de trouver c'est qui. Ensuite, les commentaires qui sont reçus, alors, je leur demande aussi de regarder un peu les commentaires qui ont été mis. Donc, ça, ils sont en train de pouvoir faire une analyse en temps réel en dessous. Donc, en bas, ils pourraient dire j'ai cherché sur Google et j'ai trouvé ceci. Donc, là, après, ils peuvent mettre un peu, mettons, moi, regardez, je vais faire ça ici, je vais dire. On va dire Sophie Thibault, reptilienne. Vous voyez, c'est ça, ça apparaît tout de suite. Donc là, je peux chercher un peu. Et là, je peux aller sur, admettons, ça ici. Et là, les étudiants vont être en mesure de pouvoir prendre l'hyperlien et ensuite de le rajouter donc dans la présentation, on pourrait dire ici. Puis après, ils vont pouvoir faire une analyse commune en temps réel sur ça, puis là, constater que c'est un monsieur qui a toute une crédibilité, comme vous pouvez voir. Alors, dans ce cas-ci, c'était un exemple, OK, de l'usage de, comment on appelle ça, de traitement de l'information, traitement de texte en temps réel, donc une analyse qui est possible facilement avec des logiciels comme ça, OK? Ensuite, vous avez aussi des exemples, donc, d'illustration, des outils qui servent à l'illustration. Je vous ai parlé de Canva. Donc, ça, c'est beaucoup plus pour l'infographie, mais vous pouvez faire la même chose avec des cartes conceptuelles et mentales en direct. Donc, j'ai un exemple ici justement, vous allez pouvoir voir ça. On va juste aller ici. Alors, j'ai ici donc le contrat, je ne sais pas si vous voyez bien, le contrat de l'institutrice 1923. Et on peut regarder, je vais juste augmenter, peut-être c'est trop petit pour vous. Là. Donc, ici, en vertu de la présente entente, mademoiselle et le conseil de l'éducation de l'école, blablabla. Et là, il y a des conditions à se conformer. Ne pas se marier sans quoi le présent contrat sera annulé sur le champ. Ne pas fréquenter d'hommes. Ne pas sortir de la maison. Ne pas traîner dans les bars laitiers du centre-ville. On sait à quel point c'est dangereux. Donc, ici, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai juste pris l'image. OK, j'aurais pu tout de suite aller sur, admettons, Google et là, j'écris contrat de l'institutrice. Vous voyez, il apparaît tout de suite. J'ai déjà cherché. Et là, je peux donc faire en sorte d'avoir une analyse comme ça. Je dépends donc d'un média connu comme Radio-Canada. Et là, j'ai l'information ici. Mais en même temps, moi, je pourrais leur demander de juste analyser le pourquoi ça a été partagé, c'est quoi exactement qui est présenté, le qui ici, d'où ça vient et quand est-ce que ça a été publié. Là, ils peuvent faire une analyse en temps réel parce que moi, ici, dans le petit i, comme ça c'est mon compte que j'ai sur, comment on appelle ça, donc MindMeister. Donc, je peux partager le lien, bing, comme ça. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant comment on appelle ça, de MindMeister, donc je vais juste vous le partager ici. Alors, vous pouvez venir en direct tout de suite, comme ça, et vous allez pouvoir donc travailler en direct sans vous créer de compte. C'est ça que les étudiants aussi veulent que ce soit facile. Regardez, donc déjà, j'ai des gens qui apparaissent ici. Alors, j'ai invité, tout ça qui apparaissent. Et ensuite, les gens peuvent donc modifier l'information et écrire donc un peu des informations par ça, mettre des captures d'écran, des hyperliens, des vidéos. Ils peuvent tout faire en direct et donc déplacer un peu les éléments. Donc ici, il y en a qui sont en train d'en mettre justement comme ça. Donc, je pourrais aussi rajouter des médias, etc. Donc, moi, ce que mes étudiants me disent, c'est fantastique parce qu'ils peuvent travailler en direct là-dessus. Ils ne veulent pas avoir une seule personne à la fois parce qu'il y a des logiciels comme, je crois que c'est CMAP. On peut faire des cartes conceptuelles, mais c'est une personne à la fois. Et ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ils ne vont pas être en train d'être motivés à travailler, à évaluer l'information si c'est une seule personne à la fois. D'accord? Donc, je voulais juste vous illustrer ça ici puis, n'hésitez pas à écrire. Là. Moi, je vois que personne n'écrit, mais si jamais vous voulez essayer, écrivez, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc, je vois les invités qui cliquent là-dessus, invités. Il n'y a personne qui ne fait rien, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, soyez gênés, ce n'est pas grave. J'ai du plaisir. Alors ensuite, on va parler ici des outils qui facilitent l'évaluation de l'information dans ce que j'appelle le différé rapide. OK? Donc, le différé rapide, on va parler notamment, j'espère que ça va marquer, oui, donc Facebook, YouTube, j'ai mis Facebook 2 fois, vous voyez quelle erreur, excusez-moi. Twitter, je parlais de TikTok. Et donc ici, regardez, une image. Okay? Je sais que le temps file. Donc, on a Laurent Duvernay-Tardif. On a une belle image ici où est-ce qu'il est avec le drapeau du Québec et dans un match de football. Donc, ensuite, on a quelqu'un sur Twitter qui signale qu'il y a un problème. C'est pas vrai parce que la photo originale, il y avait le drapeau du Canada, puis ensuite, donc, on avait le drapeau québécois qui était là. Il met sa source en plus, OK? Puis c'est maintenant un journaliste à nouveau. Donc, ensuite, ici, regardez, quand on regarde la date
on dirait que les personnes ont écrit en temps réel tout de suite sur Twitter. Mais si on va sur les heures, on peut remarquer que ce n'est pas en direct. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'appelle ça du différé rapide, parce que la plateforme va permettre de publier quelque chose, mais ce n'est pas en temps réel, ça va être un peu comme un tampon que tu donc mets dans un livre. Et là, on voit un peu la date de quand la personne a interagi pour justement collaborer pour l'évaluation de l'information. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça plus du différé rapide dans ce cas-ci. Et là, c'est juste un exemple que je présente beaucoup à mes étudiants, où est-ce qu'on a, admettons, ici le 29 septembre. Anne Casabonne, donc, il disait allez voter avec votre stylo. Là, c'est une analyse qui est possible d'être faite pour c'est qui M. Duplessis, le Scherf, tout ça. Donc, il ne faut pas faire confiance au crayon à mine. Puis là, ici, on est M. Éric Duhaime qui, lui, avait fait ça le 26 septembre. Et même à ça, même après avoir donc signalé que c'était important de voter avec un crayon à mine, on voit qu'il y avait des gens qui étaient en train de faire de la désinformation pour signaler, faites pas ça. Puis regardez, c'est un montage. Il y en a qui n'ont pas remarqué, c'est écrit érection ici. Donc, c'est juste, des fois, l'évaluation de l'information, quand elle n'est pas en direct total, il peut y avoir des dérapages. Je vais juste montrer ici un exemple parce qu'il va y avoir de la désinformation à gauche, à droite, peu importe. Il y en aura tout le temps. Donc, ensuite, des exemples d'outils qui ralentissent l'évaluation de l'information. Ça, c'est mon opinion. OK? Comment que je vois, c'est que les outils de gestion bibliographique, EndNote ou admettons Zotero, quand on va sur cette plateforme-là, admettons, c'est Zotero ici, je ne peux pas annoter de façon collaborative en temps réel, à moins que je n'ai pas remarqué que c'était rendu possible. Moi, à date, c'est une personne à la fois et ensuite, on peut donc envoyer ce qu'on a fait à d'autres personnes, mais ce n'est pas dans une optique de temps réel. Donc, c'est vraiment en différé très, très long. Donc, j'envoie ma nouvelle version du document que l'autre personne va recevoir, mais on ne voit pas nos souris se promener en même temps sur la plateforme en train d'évaluer de l'information. Ça, je trouve que c'est vraiment décevant parce que ça devrait être carrément en direct. Et là, il y aurait des étudiants doctorat, maîtrise au baccalauréat qui seraient en train vraiment de développer leurs compétences de lecture là-dessus facilement, beaucoup plus, parce que sinon, c'est toujours un travail tout seul, puis vous savez comment ça peut être très pénible pour la santé mentale et la persévérance des étudiants de gérer l'information avec des plateformes comme ça, bibliographiques, qui sont trop encore centrées sur un usage solitaire de l'outil. Il y a une certaine collaboration, mais absolument pas en temps réel. Donc, je vais vous parler aussi rapidement de la création d'informations collaboratives en temps réel dans des outils numériques qui devraient absolument l'avoir, puis ce n'est pas encore possible. Donc, on a Wikipédia. Wikipédia qui est l'encyclopédie par excellence de la collaboration. OK? Donc, on va là-dessus, mais là, quand on arrive, on modifie et c'est nos modifications, une personne à la fois. OK? Je sais que c'est encore une question d'interface. Donc, tout l'outil a été créé de façon à ce que chaque personne puisse collaborer, mais ce n'est pas en temps réel. Et on est tellement dans une optique de collaboration en temps réel de toutes les interfaces que je vous ai montrées, montage vidéo, audio. On montage vidéo en temps réel. Et là, vous êtes en train de me dire qu'une encyclopédie n'est pas capable de le faire en temps réel. C'est juste du texte et des images. Et là, on a de la vidéo avec de l'audio qui le fait en temps réel. Ce n'est pas normal. Je sais, moi, je pousse fortement à ce que des outils comme Wikipédia, il y ait une collaboration de création de l'information, de synthèse, d'évaluation en temps absolument réel. Il va y avoir des problématiques de gens qui vont dire qu'il faut mettre des garde-fous parce qu'il y en a qui vont écrire n'importe quoi, ça va être le bordel. Peut-être, mais il y aurait quand même quelque chose à faire dans la création de l'information synthèse en direct, en temps réel. Donc, les outils de veille d'information aussi sont centrés sur l'individu. Admettons, les alertes Google, c'est ton compte et tu reçois donc une alerte là-dessus. C'est la même chose pour les newsletters, c'est une personne à la fois. Google Scholar, des alertes que je peux avoir aussi, donc c'est aussi juste pour moi. Et quand je vais sur YouTube, je m'abonne. Et c'est juste moi qui reçois donc les nouvelles diffusions d'une certaine personne à qui je suis abonné. Donc, bref, chercher, évaluer, utiliser l'information, c'est encore une tâche qui est majoritairement centrée sur l'individu, alors que les outils numériques incorporent de plus en plus la collaboration en temps réel et que l'intelligence artificielle va venir assister l'individu ou encore des individus qui collaborent. Donc, on est tous dans une logique très individualiste à cause des interfaces, les outils, comment ils sont faits. Et moi, je vous dis que
je veux dire, l'intelligence artificielle aussi, elle arrive, puis elle va avoir aussi une optique individuelle. Ça va être une aide en ce moment qui est centrée sur l'individu qui l'utilise, alors que tous les outils s'en vont vers une collaboration en temps réel. Donc, il faut se préparer à ça. Moi, j'espère que ceux qui sont les fabricants, les programmeurs, vont trouver des solutions avec des garde-fous par rapport au dérapage possible de la recherche, l'évaluation, l'utilisation de l'information en temps réel. Mais c'est important de s'y préparer. Donc, je vais faire un petit détour sur le développement des compétences informationnelles. Donc, ça serait profitable de combiner des approches que je dirais individuelles, où est-ce que l'individu s'auto-forme. Il y a beaucoup d'auto-formations qui sont disponibles, notamment celle du récit ou alors de l'Université de Montréal. Ils ont un MOOC sur l'auto-formation aux compétences informationnelles. Vous avez aussi le fait qu'on suit nous-mêmes une formation, que ce soit au bac ou peu importe. On a donc des formations en compétences informationnelles. Mais ensuite, il faut aller vers une combinaison d'approches collaboratives. On a les travaux d'équipe, bien sûr, où est-ce que les gens vont travailler ensemble pour donc chercher, évaluer puis utiliser l'information. On a aussi des outils numériques qui sont collaboratifs, qu'on peut donc collaborer ensemble. Et moi, je mets plus en temps réel. On peut utiliser d'autres outils qui ne sont pas en temps réel, mais moi, je mets le paquet sur la collaboration en temps réel. Et ensuite, on a l'intelligence artificielle, où est-ce que justement, c'est un individu, oui, en haut qui va faire une recherche d'information, par exemple, mais il va être assisté. Mais ensuite, il peut le faire de façon hybride, où est-ce que, oui, il travaille en équipe, donc ici, on a des travaux d'équipe, et il est en train aussi d'utiliser avec d'autres, ChatGPT ou peu importe. Donc, moi, c'est un peu l'idée ici que je lance sur l'idée de développer les compétences informationnelles, mais il y a de façon individuelle puis collective, beaucoup de collaboration, mais mon Dieu que je mettrais le paquet sur ce que j'appelle le temps réel. Le temps réel, absolument. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, je suis, comme vous pouvez voir, ça, c'est mon LinkedIn, si jamais vous avez besoin d'y accéder. Donc, ma page LinkedIn. Je vais mettre à jour celle de l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est juste qu'en ce moment, je cours un petit peu partout, je n'ai pas le temps. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis ouvert à des questions s'il y en a. Alors, merci beaucoup, Gabriel. Il y a une question qui a été posée à laquelle j'ai répondu, donc qui était de savoir si ta présentation était enregistrée, puis si elle était pour être diffusée quelque part. Alors oui, ça a été enregistré et ça va être déposé sur le site du PUP. Nathalie, si tu veux mettre le site du PUP dans le clavardage. Alors, j'ouvrirai maintenant la place à ceux qui ont des questions et qui veulent discuter. Alors, il y a M. Félix Arsenault. Là, je vous avoue là, que dans le mode webinaire, c'est un petit peu différent. Monsieur Arsenault, je viens de vous permettre de parler. Alors, si vous voulez ouvrir votre micro, vous devrez être capable. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Oui. Vous avez parlé des outils de gestion bibliographique comme Zotero. Je sais qu'avec Zotero, on est capable de partager des bibliothèques, des références bibliographiques avec d'autres, avec un compte Zotero. Donc, c'est sûr que ce n'est pas en temps réel, dans le sens que mais il y a une synchronisation qui se fait là, entre les comptes. Donc, on peut avoir une bibliothèque commune. Donc, ce serait une possibilité là, de rendre le travail collaboratif, là. Je ne sais pas jusqu'à quel point la technologie permettrait qu'on ait vraiment, là, on voit ce que les gens sont en train de taper ou tout ça, là. Mais je pense que c'est déjà un peu le cas là, avec moi, je n'ai jamais testé, là, mais je pense qu'on est capable d'ajouter des commentaires dans les PDF, puis les autres peuvent les voir aussi. Donc, je présume, en tout cas, je ne sais pas si quelqu'un aurait plus la réponse, là, mais c'était juste pour soulever cet aspect-là. Puis bon, je ne sais pas, je me questionnais à savoir jusqu'à quel point le fait de pouvoir faire une recherche d'informations avec d'autres personnes. Dans le fond, l'idée, ce serait que les gens puissent voir en direct les mêmes résultats. Quelle est la différence entre faire ça et partager son écran, par exemple, puis je comprends ce que je veux dire, c'est Oui. à quel point on a besoin d'avoir plusieurs personnes pour, mettons, choisir des mots-clés alors qu'on peut le faire, mettons, via Teams dans un Zoom, on le partage en temps réel. Bon, c'est une question là, comme ça.
Ah, c'est Ouais. une bonne question, M. Arsenault. Donc, ben, c'est sûr que je vais commencer par Zotero. Je ne sais pas si je peux présenter mon écran. Est-ce que c'est possible? Donc, je vais juste montrer, donc, admettons Zotero, je vais l'ouvrir ici. Donc, on a bien sûr les bibliothèques de groupe qui sont disponibles, mais c'est ça, c'est beaucoup dans la. On va ensuite donc synchroniser, envoyer ça à d'autres. Mais ce n'est pas en temps réel. C'est ça la problématique. Je peux toujours avoir un document. Donc, je ne sais pas, là, je vais essayer d'en trouver un. Donc, ici, il y a un document qui. C'est un bout que j'ai fait ça. On va aller, attends une seconde. On va aller ici, hein, on parle beaucoup de ça. Donc, ici, mettons le document que j'ai. Donc, je peux, moi, travailler dessus sur donc, un document, donc PDF directement dans Zotero. Donc, admettons, je peux mettre des commentaires puis tout ça, mettre, comme vous pouvez voir, mais ce n'est pas en temps réel. Donc, c'est comme vous pouvez voir, c'est possible. Ensuite, je vais pouvoir donc le synchroniser, puis l'autre personne va y avoir accès, mais malheureusement, ce ne sera pas en temps réel. Donc, ensuite, votre autre question, M. Arsenault, c'est quoi la différence entre, donc, admettons qu'on est sur Zoom. Ça, je suis d'accord que si on travaille à distance, donc en formation à distance par Zoom, c'est intéressant donc de pouvoir collaborer. On pourrait dire que c'est en temps réel, mais c'est une seule personne qui utilise l'outil. Donc, les autres peuvent donner leur feedback, mais il y a encore une seule personne qui a les mains sur le volant, on pourrait dire. Tandis que, admettons, je suis à l'université, moi, puis je forme mes étudiants en personne, en temps réel. Donc, je vais voir des étudiants et étudiantes qui vont s'agglutiner autour d'un ordinateur. Et ça va être la personne qui est là, qui est en train de taper pendant que les autres regardent en train de taper, proposent des choses. Mais c'est ça, moi, je pense qu'il y a beaucoup une idée que la collaboration elle va évoluer. Moi, c'est ça que je pense, parce que si on collabore avec juste en regardant une personne et en proposant, c'est comme si on était entouré de consultants. Que les autres peuvent donc donner leur point de vue, puis regarde là, puis attends, voilà. Puis des fois, moi, ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y en a qui vont se frustrer parce qu'ils vont dire non, va là, il faut que tu ailles en haut. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Non, on va en bas. Puis, non, recule. Ah, tu l'as oublié. Pourquoi tu l'as fermé? Donc, parce que justement, il y a une seule personne qui gère tout, puis les autres proposent, sont en train de surcharger. Moi, je crois qu'il y a un stress à devoir travailler avec une seule personne qui maîtrise tout. C'est comme quand on va en auto, puis là, on dit à la personne, attends, tourne à gauche, attention, il y a quelque chose. Puis l'autre personne, il y a juste une personne qui est au volant. Et cette personne-là reçoit tellement de stress des autres, d'indications contraires ou pressantes ou je ne sais quoi. Donc, moi, je pense qu'il y a un impact là-dessus. Je dis ça comme ça, c'est par observation ça fait des années. C'est sûr que la recherche empirique, il faudrait que je regarde de ce côté-là absolument, mais moi, comme je vous dis, c'est qu'il y a vraiment une tendance majeure. Mes étudiants, si je leur dis, je vais vous demander de faire, admettons, un montage vidéo, ils vont me dire, monsieur, est-ce que vous avez un outil qu'on va pouvoir tous et toutes travailler ensemble en même temps parce que sinon, il y a juste une personne, elle va tout faire, puis là, on est mal à l'aise parce que c'est cette personne-là qui va faire tout le montage vidéo en fin de semaine, on ne peut pas se voir, blablabla. Donc, ils veulent trouver une façon de se sentir aussi un certain point de vue éthique de l'apprentissage parce qu'ils collaborent en même temps. Ils sentent qu'ils sont en train de faire la tâche en même temps. Mais ça va évoluer. Moi, c'est juste que j'ai constaté comment ça se fait que les autres outils sont en train de travailler à faire de la collaboration en temps réel, puis tout ce qui est recherche, tout ce qui est évaluation de l'information, en évaluation de l'information, il n'y a pas comme un outil qui est comme juste pour ça, mais quand on cherche l'information, toutes les interfaces sont vraiment l'individu cherche. Et selon moi, ça va devoir évoluer. Puis les agents conversationnels font la même affaire. C'est toujours one-to-one. Donc, mais là, ça va venir là, éventuellement, mais c'est des bonnes questions, M. Arsenault. Moi, c'est juste que je vois que mes étudiants veulent être en mesure de travailler à plusieurs en même temps. Même s'il y a des problèmes techniques, même s'il y a du lag des fois, là, mais ils veulent faire ça parce que sinon, ils sont juste des observateurs et ils se sentent pas en contrôle. Puis la personne qui doit tout taper reçoit une surcharge d'anxiété puis de stress inutile, je trouve. Merci. Oui, merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions de nos participants?
Moi, j'en aurais une parce que je trouve ça très intéressant que tu mettes tellement l'importance sur le travail collaboratif dans la recherche d'informations. Mais est-ce que, et là, je suis tout à fait d'accord là, que ça peut être très, très intéressant, mais je me pose la question, est-ce que cet esprit-là de collaboration qui est là quand, par exemple, ils font la rédaction, parce qu'on les voit sur Google Drive et ils vont tout ça. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle empêche peut-être le développement de compétences chez certains qui préfèrent dire, ah ben là, fais ça, mais qui ne sont pas vraiment capables de le faire, premièrement. Puis deuxièmement, on le voit, nos étudiants, ils disent, OK, on a un travail de groupe à faire. Oui, ils utilisent un outil collaboratif, mais chacun fait sa section. Est-ce qu'il y a une réelle collaboration quand on dit, OK, on est un groupe de 4, on va aller le faire sur Google Drive, mais chacun fait sa propre section. Donc, comment favoriser, oui, la collaboration dans la recherche d'informations, mais aussi dans tout le reste du travail? Oui, bien ça, c'est ça, c'est qu'ils vont développer des comptes. Moi, je pense que s'ils ont accès à des outils de collaboration en temps réel, ils vont devoir réfléchir à comment ils mettent en place cette collaboration-là. Donc, de déléguer des tâches. Parce que moi, ce que je constatais, c'est qu'étant donné que c'était une personne à la fois qui pouvait utiliser donc l'outil, bien, il y en a d'autres qui attendaient. Moi, j'en ai vraiment vu qui attendaient carrément. Ils ne faisaient rien, puis ils attendaient que, OK, mais la prochaine affaire, je vais embarquer. Donc là, il y a aussi l'idée qu'ils vont voir la démarche des autres. Et ça, je trouve ça très formateur de remarquer comment les autres réfléchissent. Moi, quand j'étais au doctorat, puis que je travaillais avec des collègues, ils voulaient voir comment je travaillais. Et là, ils étaient super contents parce qu'admettons, on fait, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Donc, on est en webinaire en temps réel. Donc, moi, je leur partageais mon écran, admettons. Puis là, je montrais comment je cherchais, puis là, ils étaient comme, bon, ben, j'aime ça, là, je cherche d'une certaine façon, je vais très vite. Et là, ils voyaient comment moi je fonctionnais. OK, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Donc, moi, je trouve que c'est très fort. Même les formations qu'on pourrait donner à la bibliothèque, ça serait fantastique que tu as le formateur, puis qui est en train d'aider les étudiants en temps réel sur la plateforme. Les étudiants vont là, non, il faut que tu ailles là. Puis là, tu vois les souris qui se promènent. Ils se promènent puis ils essayent de chercher ensemble. Ils ramènent ça, admettons, dans une carte conceptuelle comme sur MindMeister. Et ils sont vraiment en train d'apprendre parce que moi, en ce moment, j'ai des collègues qui sont en train de faire des cours de développement des compétences informationnelles pour le doctorat. Et tout l'outil est centré sur une auto-formation. Et là, ils ont beaucoup de réticence à faire la tâche parce que l'outil va leur dire, OK, il faut que tu trouves ça, explique comment tu ferais. Là, tu donnes ta réponse et l'outil, ça peut être un évaluateur ou un automatisme de réponse qui dit, ben non, ce n'est pas correct. Et là, il y en a que ça va les bloquer tout de suite. Et là, le blocage qu'ils ressentent, le stress, puis la honte ou peu importe, ça les casse. Et ils sont juste devant un outil qui lui dit, tu ne l'as pas. Tu es à côté du chemin, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont éviter. Ils vont procrastiner. Ils vont ne plus vouloir faire de la recherche d'information. Tandis que s'ils sont à plusieurs, que ce soit avec le formateur ou avec d'autres collègues, ils vont être en train de s'entraider en temps réel et les outils comment je peux dire, les mécanismes de blocage que tu reçois une réponse qui est négative, tu n'as pas compris, tu échoues, je ne sais pas quoi, recommence. S'ils le font à plusieurs, c'est comme un champ d'essai-erreur, mais à plusieurs en même temps. Et moi, je pense que je lance des idées, là. C'est juste que je vois les blocages. Je me dis, il faudrait peut-être essayer d'avoir des interfaces qui amènent vraiment une certaine collaboration en temps réel. Parce que sinon, c'est toujours, c'est ça, c'est qu'on pense trop à l'individu dans tout ça. Puis je pense que l'individu, oui, il faut qu'il soit capable de faire des choses, mais il faut qu'il soit capable aussi d'apprendre avec les autres en même temps. Et si l'outil est capable d'aider à faire ça, moi, j'ai vu comment mes étudiants sont rendus forts en montage vidéo ou audio, pas juste à cause de TikTok, c'est parce que carrément, je les amène sur une plateforme, puis là, ils se parlent en personne ou à distance, ils ont un ordinateur à côté de l'autre, puis ils sont sur BandLab, admettons, et ils se disent quoi faire.
Ah, mais là, fais ça comme ça, puis là, OK, puis là, il le voit. Il le voit tout de suite. C'est pas, mais attends, je vais t'envoyer un tutoriel que j'ai trouvé sur YouTube. Attends, je t'envoie un guide. Non, non, tu le vois tout de suite. Et là, ça enlève, moi, ça m'enlève beaucoup de tâches d'aller superviser les gens, puis monsieur, on ne sait pas comment, puis tout ça. Puis quand moi, je le montre, mettons vraiment, il n'arrive pas à trouver, je le montre. Et ensuite, les autres le voient, toute la gang le voit, et ils peuvent aussi partager leurs trouvailles aux autres collègues des autres équipes. Juste signaler, on a fait ça, puis là, après, ça s'apprend encore plus vite que de déléguer, puis d'aller une équipe à la fois, puis on est tout perdu, puis monsieur, nous, on abandonne. Là, je l'ai entendu quand c'était des logiciels tu sais, là, qu'il n'y a pas de collaboration. Il y en a plein qui abandonnaient, qui étaient découragés complètement. J'aime pas les technos, monsieur, j'aime pas les technologies, moi, j'en prendrai pas, je vais enseigner avec un tableau vert. Donc, il y avait un découragement massif parce que l'outil était trop centré sur un individu à la fois. Mais c'est comme je vous dis, c'est des constats d'expérience dans ce cas-ci. Je ne peux pas me référer vraiment à la littérature scientifique, je n'ai pas eu le temps de chercher trop là-dessus, je m'excuse. Mais en tant que formateur, mon Dieu, que mes étudiants me demandent le plus possible d'avoir des outils de collaboration en temps réel. Et je reviens sur le fait que ça pourrait aider pour la recherche. L'évaluation de l'information, ça, c'est fantastique. Parce que là, s'ils sont capables à plusieurs de travailler sur Padlet ou des murs virtuels comme Miro, ils sont en train d'aller chercher, j'ai trouvé ça, regarde ça, puis là, on le voit tout de suite. Et ils se parlent, et c'est que ce soit en personne avec plusieurs ordinateurs ou à distance, comme on fait en ce moment, il y a vraiment une dynamique très différente, puis ils sont en train d'apprendre beaucoup plus que si moi, je leur donnais un cours, puis j'étais à côté d'eux autres, puis je leur expliquais une chose à la fois. Ils sont en train d'essayer. Ils veulent beaucoup essayer à apprendre. Puis ce que je leur dis beaucoup aussi, c'est que les technologies évoluent tellement vite que c'est important de gosser. Ouais, c'est important d'essayer des affaires, parce que l'outil n'arrête juste pas d'évoluer trop vite. Il évolue tellement vite, ça se peut que la semaine prochaine, il soit payant, donc ils n'ont plus accès. Il a fait faillite. Il y a eu des modifications majeures dans comment la plateforme fonctionne, l'outil fonctionne. Donc, il faut toujours que ce soit en adaptation. Moi, s'adapter, c'est le verbe qu'il va falloir conjuguer le plus possible. C'est s'adapter continuellement. On n'a pas le choix parce que tous les outils évoluent trop rapidement. Puis, les étudiants, s'ils veulent avoir des compétences informationnelles à jour, bien, je pense qu'il va falloir qu'ils s'adaptent et qu'ils collaborent le plus possible. Puis, pas juste dépendre d'un maître qui, moi, je comprends tout, je vais tout vous expliquer. Je pense que le maître est toujours archi important, mais il doit devenir un guide qui les met dans des situations avec des interfaces, des outils où est-ce qu'ils vont pouvoir collaborer pour apprendre le mieux possible. Et moi, je pense que ça manque pour la recherche d'informations. Les Google, puis les Bing de ce monde, les ChatGPT, c'est trop une personne à la fois. Donc, puis je pense que les Zotero et Note vont facilement bientôt être capables d'avoir une gestion bibliographique qui va être en temps réel, puis là, tu as un PDF, puis moi, je sais qu'on s'en va vers ça. C'est juste qu'en ce moment, on n'est pas là, mais ça s'en vient, puis ça va changer la donne. Bien, Gabriel, tu nous donnes de matière à réflexion parce que j'ai pris des notes pendant que tu parlais, tout ça. Et c'est vraiment là, c'était une très belle initiative ce matin, ton webinaire, de nous lancer sur ces pistes-là. Alors, à moins qu'il y ait d'autres questions de nos participants, j'attends 2 secondes pour voir s'il y a des mains qui vont se lever. Ça se peut que non, mais là, je vais mettre mes lunettes de travail. Et voilà. Alors, je te remercie énormément. Puis, je rappelle à tous que l'enregistrement vidéo va être mis sur le site du PUP et donc, vous pourrez aller retourner voir Gabriel si vous le souhaitez. Alors, merci, Gabriel. Très intéressant ce matin. Merci infiniment. Puis, on développe nos compétences informationnelles tous ensemble. Et voilà.